Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 27 ans, je suis la fondatrice d'Intrépide et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Moi j'ai vécu 5 ans d'anorexie et pendant mon hospitalisation en psychiatrie j'ai été abusée sexuellement par un des médecins de l'hôpital. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à avoir souvent envie de vomir après manger, à ressentir que j'avais une gêne, comme si j'étais malade. Et ça a commencé à être de plus en plus fréquent. Du coup, j'ai été voir un médecin pour comprendre et c'est lui qui m'a parlé pour la première fois d'anorexie. Le diagnostic, au final, a été super rapide puisque le médecin, dès la deuxième fois où je l'ai vu, m'a dit que la perte de poids et les besoins de vomir permanents étaient de l'anorexie. Donc il m'a pas beaucoup expliqué ce que c'était, il m'a juste expliqué que c'était ça, donc ça m'a fait super bizarre parce que pour moi c'était très lointain, ça se passait pas, ça pouvait pas, c'est les maladies qui arrivent aux autres. Et j'ai très vite compris qu'effectivement c'était une maladie mentale que je ne maîtrisais pas, que je ne contrôlais pas et qui était beaucoup plus profonde et compliquée que ce que j'imaginais d'avoir juste envie de vomir et que ça pouvait passer. Au début, c'était vraiment un besoin de juste vomir et de pas être capable de garder ce que je mangeais. Et plus le temps a passé et plus les années ont passé, plus j'ai vraiment fait le lien entre mon rapport au corps, mon rapport à mon poids, à mon image et au regard des autres. Et du coup, ces besoins de vomir qui, je pense, au départ, avaient une raison plus inconsciente et moins frontale de j'ai besoin de maigrir, j'aime pas mon corps, qui a été plus évidente après. Donc quand le médecin m'a m'a diagnostiqué cette anorexie mentale, il m'a tout de suite parlé d'une hospitalisation en psychiatrie, en pédopsychiatrie, parce que j'étais mineure à l'époque, qui a été un peu compliqué au départ à absorber, parce qu'il faut déjà accepter l'anorexie, puis ensuite assimiler que cette anorexie, c'est une maladie mentale qui se soigne potentiellement par une hospitalisation en psychiatrie. Mais au final, ça a été assez rapide. On a attendu quelques semaines qu'un lit se libère dans l'hôpital qu'on avait repéré. Et puis, en fait, très rapidement, en juin, j'ai été hospitalisée en psychiatrie. Donc, je suis arrivée un lundi à l'hôpital. Et en fait, on se fait beaucoup d'idées sur la psychiatrie. Enfin, on voit beaucoup de choses dans les films. Et puis, dans la réalité, il y a des choses qui sont très similaires, d'autres qui le sont moins. Donc on arrive et je pense que les premières heures sont les plus difficiles parce que c'est se couper du monde, c'est réapprendre à vivre avec des personnes qui nous regardent du matin au soir, qui vont attendre qu'on ait fini de manger, on peut pas aller dans la salle de bain seul, les fenêtres s'ouvrent pas, donc c'est assez particulier. Quand je suis arrivée, donc les autres personnes qui étaient hospitalisées m'ont tout de suite expliqué que il y avait plein de process qui étaient mis en place dans la journée, que par exemple le soir, il y avait le corps infirmier qui venait nous masser pour nous aider à nous endormir différentes étapes dans la journée étaient là pour nous relaxer, pour arriver à mieux appréhender chaque journurnée. J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce qu'effectivement, moi les massages, j'en ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup voyagé, j'en ai fait dans plein d'endroits et je trouvais ça très chouette et effectivement j'avais beaucoup de problèmes de sommeil, beaucoup de problèmes à l'endormissement, donc je me suis dit que c'était une chouette initiative et que ça allait être intéressant d'avoir ça au quotidien. Et le deuxième soir, j'étais dans ma chambre, c'était la fin de journée, et du coup un médecin passe que je connaissais pas, et me dit si tu veux un massage, c'est maintenant. Donc moi vu que j'avais dit la veille que j'avais bien envie d'avoir des massages, j'étais pas spécialement surprise, je l'ai suivi sans trop savoir comment ça se passait. Et du coup il m'a emmenée dans la deuxième partie du service où il y a la salle des internes. Et en fait, il s'est avéré que le massage n'en était pas un et était en réalité un abus sexuel. Ce qui a stoppé du coup ce qui était en train de se passer, c'est mon infirmière référente qui venait de finir sa réunion, qui me cherchait et du coup qui a traversé l'hôpital et quand il a entendu les portes battantes faire du bruit, il a mis fin à ce qui se passait, à l'agression et a dit rhabille-toi, va-t'en, c'est terminé. Après, je suis retournée dans ma chambre et du coup, il y a une autre personne qui était hospitalisée avec moi qui est venue dans ma chambre et qui me dit « Mais je comprends pas, c'est bizarre. Normalement, les massages, ça se fait pas là, c'est pas lui qui les fait. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a tout de suite senti que quelque chose de pas normal venait d'arriver. Donc moi, j'étais complètement paniquée, je comprenais pas trop tout ce qui se passait. Et lui est repassé devant ma chambre et devant elle, il a dit « Pour un autre massage, c'est quand tu veux. » Donc là, elle a clairement balisé, elle a clairement dit « Ok, raconte-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et du coup, j'ai fondu en larmes, je lui ai tout expliqué. Je lui ai expliqué que je savais très bien qu'on me croirait pas, que je comprenais pas ce qui se passait et elle m'a vraiment poussée à en parler. Donc quand mon infirmière référente est passée, parce qu'elle passe souvent nous voir pour prendre l'attention, etc. Donc là, elle est passée pour la collation du soir et en fait, elle m'a un peu poussée à lui expliquer. Sur le moment, j'ai eu l'impression que
d'un côté, elle me croyait parce qu'elle avait ce ressenti que quelque chose de pas normal s'était passé quand elle avait passé les portes battantes. Mais d'un autre côté, je sentais aussi l'affect qu'elle avait pour ce médecin-là, qui était là depuis plusieurs années, et du coup, qui avait un côté genre, je sais pas où me positionner, donc elle s'est pas positionnée, elle m'a pas dit, ok, je te crois, ni elle m'a dit, je te crois pas. Elle était assez neutre, mais elle sentait aussi que là, il fallait aller chercher plus haut et plus, enfin, elle pouvait absolument rien faire. Donc c'est là qu'elle m'a emmenée dans la salle des infirmières avec toutes les personnes en fait qui étaient en charge du service pour ce soir-là et que j'ai répété sans fin ce qui venait de se passer où elle cherchait vraiment chaque petite incohérence. Ah bon, mais t'avais dit que ça c'était avant ça, faut savoir est-ce qu'il a fait ça ou pas ça. Enfin, c'était vraiment assez violent et surtout c'est bien ce que je craignais qu'on me croie pas et on m'a absolument pas cru. Moi il m'avait isolée et lui dans une autre pièce donc pour que justement il y ait pas, enfin que ça s'envenime pas. Et à un moment où ils nous ont fait changer de pièce, on s'est croisés et donc moi j'étais en larmes et lui il m'a regardé, il m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu dis des choses comme ça, jusqu'à ce que après je l'ai plus revu. Donc moi je suis allée dans cette pièce-là, j'ai raconté encore ce qui s'était passé. Ils ont appelé la directrice de l'hôpital parce qu'à ce moment-là j'ai pas eu le droit d'appeler mes parents, j'ai eu le droit d'appeler personne. Enfin j'ai été juste isolée et ça a commencé à être tard le soir, ça devait être peut-être 23h, 23h30 alors que les faits se sont passés vers 19h. Et je savais que plus le temps passait et plus le moment où j'allais appeler mes parents, ils allaient pas répondre parce qu'ils allaient dormir et que j'allais pas pouvoir passer la nuit comme ça, puisque je leur ai demandé d'aller dans la chambre d'une autre personne, ils ont refusé, j'étais seule dans ma chambre et c'était impossible, je pouvais pas retourner dans ma chambre sachant qu'il allait être là toute la nuit, enfin c'était impossible. Et du coup, ils ont appelé la directrice de l'hôpital qui est revenue du coup en pleine nuit à l'hôpital et qui, je pense, a eu très peur que j'attaque l'hôpital le jour où je pourrais en sortir, parce qu'il y a bien un moment, il fallait peut-être me laisser rentrer chez moi et appeler mes parents. Donc elle m'a laissé appeler mon père, ils m'ont forcé à lui raconter tout ce qui venait de se passer devant elle, brutalement et ce qui est assez compliqué de raconter ça à son papa. Quelle réaction il a eu ton père ? Mon père comprenait rien à ce qui se passait. Il comprenait... Déjà, en fait, c'était vraiment un signe parce que mon père, ils sont toujours en silencieux, ils ont jamais leur téléphone. À cette heure-là, j'aurais jamais pu les joindre. Et là, c'est comme s'il y avait l'univers qui avait décidé qu'il devait décrocher. Il avait laissé son téléphone sur le rebord du lavabo et en fait, la vibration l'a réveillé. Et alors qu'en temps normal, il aurait sûrement jamais décroché. Et sur le moment, il comprenait rien. Je lui ai expliqué comme j'ai pu. Honnêtement, je me souviens même pas de ses premiers mots. Tout de suite, j'ai dû lui passer la directrice. Et il m'a expliqué après lui avoir dit c'est très simple, soit lui quitte l'hôpital, soit je viens chercher ma fille. Elle lui dit mais c'est pas possible, votre fille elle est en hospitalisation, vous pouvez pas venir la chercher. Il a dit mais c'est très simple, de toute façon, soit je viens la chercher, soit je viens avec la police. Donc mon père est venu du coup vers 1h du matin et est venu me chercher pour que je rentre chez moi. Quand t'as passé le téléphone à la directrice, elle lui a dit quoi ? Quand elle a pris le téléphone et qu'elle a parlé à mon père, mais il y avait une froideur et une distance, un manque d'empathie complet. Je pense qu'à ce moment-là, la seule chose qui la traversait, c'est « Oh là là, c'est ma responsabilité, c'est mon service, c'est quoi les conséquences que je vais avoir ?» Quand ils m'ont laissé appeler mes parents, ils m'ont pas... Elle a pris le téléphone, elle a appelé mes parents, donc d'abord, moi j'étais pas là, donc j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Et ensuite, elle est revenue, elle dit « Bah tiens, raconte-lui à ton père ce qui vient de se passer. » Et du coup, j'étais là, assise dans la salle avec toutes les infirmières qui me regardaient, mais j'arrivais même plus à respirer, ça faisait 3 heures que je pleurais, Et puis mon papa, c'est une personne dans notre famille, on est très pudique, c'est pas ce genre de choses qu'on se raconte, quoi. Donc quand j'ai pris le téléphone, j'étais en larmes et je lui expliquais, je lui dis, il vient de se passer quelque chose de grave, il faut que tu viennes me chercher, je peux pas rester là. Et ensuite, elle a repris le téléphone et elle s'est écartée la directrice s'est écartée pour pouvoir discuter avec lui et 1h et quelques après, il est arrivé et entre-temps, m'a encore fait raconter, etc. Et voilà, et après, 1h du matin, il est arrivé et on est rentré à la maison. Donc eux, ils se sont permis de faire le travail de la police alors Ah, complètement. Aucun droit de... Oui, j'ai fait 70 dépositions dans la soirée pour être sûre que je racontais les bonnes choses dans le bon ordre, etc. Et je pense qu'en tant qu'hôpital, c'était de leur responsabilité quand même d'avoir une réaction sur le moment de prise en compte des faits. J'ai compris plus tard que c'est ce que j'avais écrit ce soir-là qui avait été en fait envoyé à la police, parce que du coup c'est la police qui a prévenu, c'est l'hôpital qui a prévenu la police.
de ce qui s'était passé, puisque moi, quand mes parents sont venus me chercher le soir même et qu'ils m'ont demandé si je souhaitais porter plainte, j'ai dit non. J'avais eu un très bon aperçu du fait qu'on ne me croit pas et qu'on ne me croira pas plus, et que je n'avais aucune énergie de revivre ce qui venait de se passer pendant 5 heures, et que du coup je souhaitais pas aller plus loin. J'étais en psychiatrie pour anorexie, j'avais déjà beaucoup de choses à régler avec moi-même, et j'étais absolument pas capable sur le moment d'entamer une procédure, et j'avais aucun espoir que ça puisse aller, que cette plainte aboutirait à quelque chose. Donc en fait c'est l'hôpital qui du coup a expliqué à la police ce qui s'était passé, et c'est la procureure qui s'est saisie de l'affaire et qui a porté plainte au nom de la société, et qui a du coup enclenché une procédure. Le lendemain matin, je suis retournée à l'hôpital après que mes parents soient venus me chercher la veille. Je suis retournée à l'hôpital pour discuter justement tous ces sujets, l'anorexie, l'hospitalisation qui était prévue. On fait quoi? Est-ce que je reste dans cet hôpital? Est-ce que je vais dans un autre? Donc sous certaines conditions, on a décidé que je restais donc hospitalisée ici. La condition bien évidemment principale, c'était que cette personne ne soit plus là, que le médecin ne soit pas là pendant mon hospitalisation, et qu'il n'y ait pas de différence de traitement, qu'on reprenne mon hospitalisation là où elle était, et que les infirmières me traitent comme tout le monde. Je suis retournée à l'hôpital après cette réunion, et là tout avait changé. On était plein mois de juin, pleine canicule, on pouvait plus mettre de short, parce que visiblement mon short était responsable de ce qui s'était passé la veille. Il n'y a plus jamais eu aucun massage. Les liens étaient totalement différents. Tout était très différent, et surtout était pareil pour tout le monde. Donc en fait j'étais la responsable du fait qu'on doit mettre des joggings longs, et qu'on ne peut plus avoir de massage pour s'endormir le soir. Et plus mon hospitalisation avançait, et plus je comprenais qu'en fait, il n'y a rien de normal dans ce qui s'était passé, que normalement, il n'y a que 2 infirmières qui sont formées, qui font les massages, qu'elles sont ensemble, que c'est jamais une personne seule avec un patient, que c'est dans les chambres, que c'est sur les vêtements, enfin voilà, il y a une procédure spécifique que nul n'est censé ignorer. Qui met encore plus en évidence que ce qui s'est passé colle pas et a rien dans la procédure, même si on remet en question ce que je dis. Je me suis rendu compte que ça collait, que je comprenais pas pourquoi on me croyait pas, parce que du coup aucune étape de la procédure était respectée. L'hôpital, c'est un service qui est coupé en 2, avec une partie de jour, une partie de nuit, avec ces fameuses portes battantes, et en fait passé certaines heures, l'heure à laquelle ça s'est passé, je suis pas censée être de l'autre côté. Donc en fait, au-delà de il y avait que lui et moi dans la pièce, déjà tout ce qu'il y a autour, tout le contexte, tout le comportement, il est chelou. Enfin, c'est pas commun, c'est pas comme ça qu'il est censé aller. La salle des internes, on n'est pas, en tant que patient, on n'est pas censé y être. C'est pas notre espace. Enfin, donc tout ça mis bout à bout, j'ai commencé à comprendre que en fait, on était juste dans un système où on croit pas les victimes, alors qu'il y a quand même tout qui pousse à justifier mon histoire. Donc ensuite, je suis sortie. J'ai repris, je suis entrée dans un hôpital de jour, j'ai repris l'école. Le temps a passé, on a mis un mouchoir sur ce qui venait de se passer. Autant dans mon suivi psychologique que moi, je me suis dit, ok, en fait, on me croit pas, mon histoire a pas sa place, donc je la mets de côté et je m'étouffe avec. Et puis, donc en janvier de l'année suivante, on a reçu un appel de la police. Donc à ce moment-là, je savais absolument pas que la police était au courant de ce qui s'était passé, je savais pas que c'était sorti de l'hôpital, vu que j'avais refusé de porter plainte. Et on m'a proposé une confrontation, sans m'expliquer qu'une procédure était en cours, qu'un procès peut-être se profilait. Donc j'ai refusé la confrontation, hors de question que je me retrouve face à lui pour qu'on me répète encore que je mens et que mon histoire n'est pas légitime. Et puis en juin suivant, donc 1 an après les faits, là j'ai été convoquée par la brigade des mineurs, par une commissaire qui s'occupait de l'affaire, et qui m'expliquait qu'en fait ça faisait 1 an qu'il y avait l'enquête, que beaucoup de personnes avaient été écoutées, tout le corps médical de l'hôpital, que l'enquête était quasiment à son terme, et que maintenant c'était mon témoignage qui allait clôturer l'enquête. Donc vu que je n'avais pas porté plainte, j'étais pas partie civile, j'étais une victime. Donc cette commissaire a été extraordinaire, elle m'a vraiment donné la confiance et l'envie de me battre pour mon histoire et pour ce qui venait de se passer, de le faire pour moi et pour les autres, parce qu'il faut pas oublier que c'est un médecin qui travaille en pédopsychiatrie, donc c'est pas juste un abus sexuel, c'est un abus de confiance, c'est un abus de pouvoir, c'est un abus de position, c'est un abus de faiblesse, c'est pas possible. Et si c'est moi, pourquoi pas 50 000 autres nanas qui arriveront après en pédopsychiatrie. Enfin, il y a finalement ce combat que cette commissaire avait mené pendant 1 an pour l'enquête. Je me suis dit, mais en fait c'est le mien et c'est à moi de le porter. Ce qui est un peu particulier, c'est que
En tant que personne hospitalisée en pédopsychiatrie, ça peut être très fragilisant d'avoir une procédure judiciaire. Donc en fait, ils n'ont pas pu entendre les personnes de l'hôpital. Donc par exemple, ils n'ont pas pu entendre la personne qui était avec moi quand il est revenu dans la chambre et qui m'a dit pour un autre massage, c'est quand tu veux. Enfin, tout ça n'a pas pu être entendu. On m'a pas parlé d'autres victimes. On m'avait parlé quand j'étais à l'hôpital. Plusieurs patientes m'avaient dit ouais, j'ai toujours trouvé qu'ils nous regardaient bizarre. J'ai toujours été gênée quand ils marchaient derrière moi. Quand je m'étais fait mal au genou, m'avait mis du baume un baume, il était remonté très haut sur mes cuisses, mais il n'y avait pas eu de fait aussi grave et marqué que l'abus que moi j'avais subi. Donc il n'y a pas eu d'autres plaintes. Dans l'affaire, j'étais vraiment la seule personne, la seule victime. Ce qui est compliqué, c'est que l'anorexie, on développe déjà une certaine haine contre son corps et on a un rapport au corps qui est très compliqué. Mais j'ai surtout compris que si ça avait été moi et pas une autre dans le service, c'est qu'en fait j'étais la moins deep dans la maladie, donc j'étais la moins maigre. Et c'est ce qui a en fait beaucoup amplifié l'anorexie après, parce que je me suis dit t'étais pas assez maigre, si t'avais été plus maigre tu l'aurais pas attiré. Et quand on a fait la procédure judiciaire et plus j'ai compris comment la justice, comment l'avocat d'en face, etc., on cherchait à me donner cette responsabilité de femme, alors que j'avais 15 ans, qui a cherché à séduire, à plaire, dans mon petit short, n'oublions pas, cette personne. Et qu'en fait, j'étais responsable de ce qui venait de se passer, tout en niant le fait que ça ait existé. Donc oui, je pense effectivement que ça a très clairement encore plus amplifié la haine du corps et la culpabilité de ne pas avoir été suffisamment maigre pour repousser son regard. Avec la commissaire, elle m'explique que tout le monde a été entendu et que du coup un procès va se dérouler. Donc là, c'est la première fois que j'entends parler de procès, donc c'est pareil, je m'imagine plein de choses. Et que je suis pas obligée d'y participer, parce que c'est la procureure qui porte plainte, c'est pas moi. Donc je peux me porter partie civile ou non. Donc ça a été un grand sujet avec mes parents, parce que j'étais mineure. Et puis finalement, on a décidé de se porter partie civile, donc on a pris une avocate. Et on a été au procès qui a été en novembre, le novembre suivant. Et premier procès, le plus compliqué, c'est de revoir son agresseur, de l'entendre parler, de l'entendre nier, de l'entendre pleurer, s'excuser tout en niant que quoi que ce soit se soit passé. Et d'exposer, en fait, alors c'était à huis clos parce que j'étais mineure, mais d'exposer quand même devant une salle avec plein de gens ce qui t'est arrivé et en fait d'avoir le sentiment que tu es aussi mis en doute. Puisqu'on te pose des questions, on dit oui mais attendez, est-ce que vous avez déclaré tel jour que les étapes de votre agression c'était ça, 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 mais là cette étape, vous l'avez pas redite 2 ans après quand vous avez été voir la commissaire. Enfin, et en fait on est vraiment mis comme un accusé qui doit répondre, sauf qu'en fait moi j'étais en larmes, je comprenais rien, c'était beaucoup trop dur, je m'attendais pas du tout à ça. Et ensuite ça a été à son tour et au tour de son avocat. On m'avait prévenu que c'était un avocat d'assises et que j'allais être malmenée et que c'était quelqu'un qui n'avait pas trop pour habitude de ménager la partie d'en face. Et effectivement, il a fait un plaidoyer d'1h30 où il a complètement discrédité toute la personne que je suis, que voilà, mon anorexie, il a bien insinué que c'était sûrement dû à ma mère, que j'avais un comportement aguicheuse, que j'étais une manipulatrice... et que je cherchais à séduire les hommes plus âgés, que j'étais responsable de ce qui s'était non passé, puisque encore une fois, on me porte responsable de quelque chose qui est nié. Et voilà, donc ce procès se termine, ce premier procès, il est déclaré non coupable. Donc je n'ai pas forcément ressenti quoi que ce soit après le verdict. J'avais pas une volonté absolue qu'il aille en prison. Je pense que j'avais juste un profond besoin d'être reconnue en tant que victime. Et du coup, c'était encore pas le cas. Et j'étais encore celle qui mentait et qui inventait et qui voulait gâcher sa vie. Mais la procureure a décidé de faire appel. Donc, près d'1 an plus tard, il y a eu un deuxième procès. Donc là, on m'a demandé si je souhaitais y assister. J'ai demandé s'il y avait des nouveaux éléments, parce que je trouvais que ça manquait d'éléments, justement. C'était le fait que le service est vraiment en 2 parties, qu'il y a un côté jour, un côté nuit. Et du coup, je pense que c'était important de montrer un plan, de montrer qu'il m'a emmené à l'autre bout, que c'était exprès pendant la réunion de passage entre l'équipe de jour et de nuit. Je pense qu'il y avait un contexte, ne serait-ce que géographique, à montrer, pour expliquer mais pourquoi il m'aurait emmené là-bas si c'était dans des bonnes intentions.
pourquoi moi, pourquoi lui, alors qu'il n'est pas censé faire ça, pourquoi il s'est inventé ma sœur, enfin, il y avait toutes ces choses-là à mettre en évidence et qui pour moi n'ont pas été assez au premier procès. Et en fait, il n'y a pas eu de nouveauté au deuxième procès, donc j'ai souhaité pas y aller. Je pense que le procès, c'est une expérience extrêmement traumatisante, mais qui était nécessaire dans mon processus, mais qui a été très dure, et que je souhaitais pas revivre une deuxième fois. À ce deuxième procès, il a été déclaré coupable. Mais il s'est pourvu en cassation. Donc ensuite, à Paris, 1 an et demi encore après, il y a eu une troisième audience, là, pour juger si la loi était correctement appliquée. Et la cassation a statué que que la cour d'appel avait correctement statué, pris sa décision. Et du coup, il a bien été condamné. Il a eu 6 mois de sursis. Et tu penses que qu'est-ce que tu as pensé de cette peine? Parce que du coup, le sursis, ça veut dire qu'il n'est pas en prison, qu'il n'est pas enfermé. C'est ça. Je pense que j'ai pas trouvé que la peine, sur le moment, elle était injuste. Le fait qu'il soit coupable, peu importe la condamnation, ça aura forcément des conséquences sur le fait qu'il soit médecin ou non. Et surtout, ça veut dire qu'aux yeux de la loi, je suis victime et il est coupable. Je pense que j'étais pas forcément confortable avec l'idée de prison. Je faisais énormément de cauchemars. Je rêvais que son enfant à 18 ans venait me tuer parce que j'avais mis son papa en prison. Enfin, donc c'était très très lourd et beaucoup trop lourd à porter pour mes épaules de gamine de 17 ans. Donc j'étais ni contente ni pas contente. J'avais juste besoin qu'on me reconnaisse en tant que victime. Et le fait qu'on décide qu'il était coupable me reconnaissait en tant que victime et faisait taire toutes les personnes qui croyaient pas en moi. Je l'ai vu arriver dans la salle d'audience quand je suis arrivée au tout premier procès et j'ai pris une claque de voir que il avait pris 20 kilos, il faisait 20 ans de plus, ce qui s'était passé l'avait énormément marqué. Il était tout seul, il n'était pas avec sa compagne ou sa femme et j'ai aucune idée des conséquences qu'ont eu cette histoire sur sa vie personnelle. Je le vois sur son aspect physique, qu'il y a eu des conséquences et que les choses ont eu du poids. Et j'imagine que suite à une condamnation, il ne peut plus être médecin aujourd'hui et qu'il a dû être radié de l'ordre des médecins. Après que le procès soit terminé et qu'il ait été déclaré coupable, je pense que j'ai vraiment pu commencer à entamer un process d'apaisement et de guérison, parce que ça a clôturé quand même un chapitre qui a été long et très difficile. Mais plus le temps a passé, plus j'ai travaillé sur mon rapport au corps, mon rapport à la sexualité, mon rapport aux hommes. J'ai beaucoup été accompagnée par le planning familial, des suivis psychologiques. Et je pense que j'ai aujourd'hui transformé toute cette douleur et toute la violence de mon histoire dans beaucoup de force et beaucoup d'envie de combattre. Parce qu'aujourd'hui, au quotidien, j'ai une entreprise très engagée où on essaye de faire en sorte que les petites filles de demain déjà ne grandissent pas avec des standards trop ancrés qui sont facteurs d'anorexie, mais qu'aussi on éduque mieux, on sensibilise mieux et qu'on puisse plus grandir dans une société où les hommes sont persuadés qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de notre corps, qu'on nous sursexualise, qu'on est responsable, que la honte est de notre côté, parce que mon short n'était pas responsable, parce que mon poids n'était pas responsable et que ça devrait plus jamais l'être et j'aurais jamais dû ne pas être crue. Donc voilà, on se bat aujourd'hui pour tout ça et je pense que derrière chaque histoire très traumatisante et très dure, si je devais m'adresser aux personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles ou d'abus sexuels, je crois que la première chose c'est il faut absolument en parler. Il faut trouver la bonne oreille et si on vous croit pas, c'est que c'est pas la bonne. Donc il faut continuer de chercher, il faut trouver cette bonne personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de collectifs qui existent pour vous écouter, pour vous accompagner dans toutes ces démarches et que on vous croit. Oh purée. Oh waouh, je suis une sirène. Si, ça fait très sirène, c'est trop joli. Trop cute. Là, je me sens puissante avec toutes les paillettes et tout, comme une sirène dans la nuit.